Le vent de fin d'automne hurlait à travers les pics déchiquetés des Rocheuses du Colorado, apportant avec lui la promesse d'un hiver précoce. Des tourbillons de poussière dansaient dans la vallée aride en contrebas, où les dernières stouffes de sauge s'accrochaient obstinément à la vie dans un sol impitoyable. C'était une région qui brisait l'esprit des hommes aussi facilement qu'elle brisait leur corps. Une terre où les faibles périssaient et où même les plus forts ne faisaient que survivre. Ezra Hawthorne avait fait de la paix avec sa maîtresse sévère il y a des années. Sa cabane, construite à partir de rondins de pin qu'il avait abattus lui-même, était nichée dans un bosquet de trembles à 5 kilomètres en amont de la montagne, loin de ce qui pouvait ressembler à la civilisation, un ensemble de bâtiments délabrés qui osèrent s'appeler Copper Creek. L'isolement lui convenait parfaitement. Au cours des 5 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait enterré sa femme et sa fille sous le vieux peuplier près du ruisseau, il avait découvert que la solitude était la seule compagne qui ne lui rappelait pas ce qu'il avait perdu. Ce matin-là, Ezra descendait le sentier de montagne sur sa mule, son fusil Winchester sur les genoux et ses sacoches vides, à l'exception d'une petite bourse remplie de pièces d'argent. Son voyage mensuel en ville était une nécessité qu'il endurait plutôt qu'il n'appréciait. Du sel, du café, des munitions et peut-être une bouteille de whisky si ses fonds le permettaient. Tels étaient ses seuls besoins. Il n'avait que faire des commérages et des regards en coin qui accompagnaient gratuitement chaque achat. Le soleil montait dans le ciel tandis qu'il descendait le sentier périlleux. Son souffle était visible dans l'air vif en contrebas. Copper Creek s'étalait comme une plaie purulente dans le paysage. De la fumée s'élevait des cheminées, et même à cette distance, il pouvait entendre les notes discrètes d'un piano mal joué provenant du saloon. Ezra attacha sa mule devant le magasin général de Morrison et fit ses achats avec sa concision habituelle. Le vieux Morrison, habitué aux manières taciturnes de l'homme des montagnes, remplit sa commande sans tenter d'engager la conversation. Une fois ses provisions assurées, Ezra aurait dû retourner directement à son sanctuaire, mais le whisky l'appelait, non pas par soif, mais par habitude. On buvait pour se donner du courage pour le voyage de retour. On buvait pour calmer les fantômes qui semblaient plus bruyants en ville qu'ils ne l'étaient jamais dans sa cabane. Le Saloon Broken Wheel était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un établissement de boissons de la frontière. La chure de bois recouvrait le sol, absorbant avec la même indifférence la bière renversée et le sang. L'air était chargé de fumée de tabac et de l'odeur aigre des corps mal lavés. Ezra poussa les portes battantes et se dirigea vers le fond du bar, le dos contre le mur, une vieille habitude qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Il était en train de siroter son deuxième whisky lorsque l'agitation commença. 20 $. La voix était pâteuse, désespérée. 20 $ et elle est à toi. Ezra serra les mâchoires. Il avait déjà entendu ce genre de désespoir auparavant. Un imbécile avait bu tout son argent et essayait maintenant de vendre ce qu'il lui restait. En général, c'était une selle, parfois un pistolet. Il garda les yeux fixés sur son verre, déterminé à ne pas s'impliquer. Allez, viens. Quelqu'un doit avoir besoin d'aide chez lui. C'est une bonne fille, forte pour son âge. Ces mots pénétrèrent de la conscience embrumée par le whisky d'Ezra comme de l'eau glacée. Lentement, il se tourna pour regarder la source du trouble. Un homme se tenait près des tables de poker, vacillant sur ses jambes. Ses vêtements indiquaient qu'il était fermier. Une salopette rapiécée, des bottes usées, le dos voûté de quelqu'un qui avait passé trop d'années derrière une charrue. Mais c'est ce qui se tenait à côté de lui qui fit froid dans le dos à Ezra. Une fillette, âgée d'à peine 8 ou 9 ans, se tenait là, les épaules voûtées et les yeux fixés sur le sol. Sa robe, autrefois bleue, avait pris la couleur du ciel d'hiver. Ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées autour d'un visage aux angles marqués et aux joues creuses. Elle serrait contre sa poitrine un petit paquet de tissus, comme s'il contenait tout ce qu'elle possédait au monde, ce qui était probablement le cas. Elle sait cuisiner, nettoyer, s'occuper des animaux, continua le fermier, les mots se bousculant dans sa bouche. Il me faut juste de quoi acheter un cheval. Je ne peux pas exploiter ma concession sans cheval. Le saloon était devenu silencieux. Même le pianiste avait cessé de marteler les touches. Les hommes détournèrent le regard, mal à l'aise, mais peu disposés à intervenir. Ce n'était pas la première fois que la pauvreté poussait quelqu'un à de tels extrêmes. Et ce ne serait pas la dernière. C'est ta fille, Silas, dit quelqu'un à voix basse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Le fermier. Silas se retourna brusquement, chancelant.
Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas la nourrir. Je ne peux pas lui offrir un toit. Tu proposes ton aide, Tom? Non, alors ferme-la. Ezra serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. La scène devant lui se brouilla avec des souvenirs qu'il avait tant essayé d'enfouir. Un autre homme, à une autre époque, concluant le même pacte avec le diable. Son propre père vendant sa sœur pour payer ses dettes de jeu. La façon dont elle l'avait regardé alors que l'étranger l'emmenait, suppliant, terrifié, trahi. Il était trop jeune à l'époque, trop faible, trop effrayé. Pas maintenant. Je la prendrai. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Toutes les têtes dans le saloon se tournèrent pour regarder l'homme des montagnes, qui parlait rarement plus de 3 mots à la fois. Salas cligna des yeux, essayant de se concentrer. Quoi? Ezra se leva, sa taille imposante se déployant depuis le tabouret de bord. J'ai dit que je la prendrais. 20 $. Il fouilla dans son manteau et en sortit les pièces d'argent, les comptant sur le bord, avec une précision délibérée. 20 $, presque tout ce qu'il avait. Assez pour un cheval. Oui, et assez pour qu'un homme se convainque qu'il n'avait pas vendu sa propre chair et son propre sang. Eh bien, dit Silas, un sourire grotesque se dessinant sur son visage. On dirait qu'on a un accord, Monsieur Hawthorne. Ezra s'avança vers eux, ses bottes résonnant lourdement sur le plancher en bois. Debout, il pouvait voir la fille à trembler, mais il ne savait pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Probablement les deux. Tu entends ça, Emma? Silas attrapa l'épaule de la fille et la secoua légèrement. Cet homme va prendre soin de toi maintenant. Tu seras gentille avec lui. Tu entends? La fille, Emma, leva enfin les yeux. Ses yeux avaient la couleur des lacs de montagne. Clairs et profonds, ils reflétaient une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Elle regarda son père, puis Ezra, puis à nouveau son père. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Tiens. Salas la poussa en avant. Elle est à toi. La transaction est terminée. Salas attrapa l'argent sur le comptoir et se dirigea vers la porte, trébuchant dans sa hâte de partir avant que sa conscience ou les spectateurs ne puissent intervenir. Il ne se retourna pas. Pas une seule fois. Ezra resta là, soudainement incertain de ce qu'il devait faire. Il avait agi par instinct, par mémoire, par une rage qu'il pensait avoir enterrée avec sa famille. Maintenant, il avait une enfant qui le regardait avec ses yeux hantés, et il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. « Allez, dit-il d'un ton bourru, la voix rouillée par le manque d'usage. Partons d'ici. » Il se retourna et se dirigea vers la porte, sans attendre de voir si elle le suivait. Au bout d'un moment, il entendit le léger frottement de ses chaussures usées sur la sueur. Dehors, le soleil de l'après-midi semblait trop brillant, trop normal pour ce qui venait de se passer. Ezra chargea ses provisions sur la mule, très conscient de la petite silhouette qui se tenait à quelques mètres de lui. À quoi pensait-il? Il pouvait à peine prendre soin de lui-même. Sa cabane n'était pas un endroit pour un enfant. Il devrait l'emmener à l'église, les laisser lui trouver une famille convenable. Mais quand il la regardait, voyait la façon dont elle se tenait, comme prête à s'enfuir à tout moment, il savait qu'il ne pouvait pas. Quelqu'un avait laissé tomber cet enfant. Beaucoup de gens. Il ne voulait pas ajouter son nom à cette liste. « Tu as déjà monté une mule ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Eh bien, viens. Nous avons une longue marche devant nous si nous voulons arriver avant la nuit. » Il la souleva pour l'installer sur le dos de la mule. Surprise par son poids plume, elle s'assit raide, visiblement terrifiée à l'idée de tomber, mais trop fière ou trop effrayée pour demander de l'aide. « Tiens-toi à la corne de la selle, » lui dit-il en ajustant les provisions pour lui de faire plus de place. « Bessie est stable. Elle ne te laissera pas tomber. » Ils quittèrent Copper Creek alors que les ombres commençaient à s'allonger. L'homme, l'enfant et la mule progressaient lentement sur le sentier de montagne. Ezra marchait devant, menant Bessie par sa corde, son fusil maintenant en bandoulière dans son dos. Emma chevauchait en silence, ses petites mains crispées autour de la corne de la selle. Le premier kilomètre s'écoula sans un mot. Le deuxième aussi. Ce n'est qu'après s'être arrêté pour se reposer près d'une petite source qu'Ezra réalisa qu'il ne savait pas comment parler à une enfant. Sa propre fille avait à peine 3 ans lorsqu'elle fut emportée par la fièvre. Cette fille était plus âgée, façonnée par des épreuves qu'il ne pouvait qu'imaginer. « Il y a de l'eau, » dit-il inutilement en montrant la source. « Si tu as soif, dit Tartan,
dit-elle en descendant prudemment de la mule et en s'approchant de la source comme un animal épuisé. Elle prit de l'eau dans ses mains et but, puis s'aspergea le visage. Quand elle eut fini, elle retourna se placer près de la mule, toujours agrippée à son baluchon. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda Ezra en désignant le baluchon. Pendant un instant, il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle répondit « Le mouchoir de ma mère et un morceau de pain de maïs. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Elle haussa les épaules. Ezra fouilla dans une sacoche et en sortit un morceau de viande séchée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. « Tenez. » Elle le prit avec hésitation, comme si elle s'attendait à ce qu'il le lui reprenne. Comme il ne le fit pas, elle mordit dedans, mâchant lentement pour le faire durer. Ils continuèrent leur route alors que le soleil commençait à descendre derrière les sommets occidentaux. La température baissa rapidement à cette altitude, et Ezra remarqua qu'Emma tremblait. Sans un mot, il ôta son manteau et le posa sur ses épaules. Il engloutissait son petit corps, tombant jusqu'au ventre de la mule, mais il la tiendrait au chaud. Le sentier devenait plus raide, plus dangereux par endroits. Ezra devait guider Bessie avec précaution autour des érosions et des arbres tombés. Pendant tout ce temps, son esprit tournait à toute vitesse. Qu'avait-il fait? Comment pouvait-il s'occuper de cet enfant alors qu'il avait si lamentablement échoué avec sa propre famille? Mais à chaque fois, le doute s'insinuait dans son esprit. Il se souvenait du visage de sa sœur. Il se souvenait être resté figé alors qu'on l'emmenait. Il se souvenait avoir retrouvé son corps 3 ans plus tard dans un bordel de Denver. La maladie et le désespoir avaient détruit ce que l'innocence n'avait pas déjà détruit. Il ne laisserait pas cela se reproduire. Pas avec cette fille. Pas sous sa surveillance. La cabane apparut juste au moment où les derniers rayons du soleil teintaient les sommets de rouge. Elle semblait encore plus petite et isolée que d'habitude, un avant-poste solitaire dans l'immensité des montagnes. « Nous y sommes, » dit Ezra en aidant Emma à descendre de la mule. « Chez nous. » Elle resta là, son manteau étalé à ses pieds, regardant la cabane de ses yeux bleus indéchiffrables. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, serrant son baluchon contre elle, elle fit un petit pas vers la porte. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était un début. L'intérieur de la cabane était spartiate, façonné par des années de vie solitaire. Une seule pièce servait à tout, cuisine, chambre et salon en un. La cheminée en pierre dominait un mur, froide à présent, mais portant les traces noircies d'innombrables feux. Un lit étroit occupait un coin. Une table rustique et 2 chaises en occupaient un autre. Des grains de poussière dansaient dans la lumière déclinante qui filtrait à travers la seule fenêtre, avec une efficacité acquise par l'habitude, allumant un feu dans l'âtre. Le petit bois sec prit rapidement, et bientôt des flammes oranges léchaient les bûches plus grosses. La chaleur commença à envahir l'espace froid, repoussant le froid de la montagne qui s'était installée dans les eaux de la cabane. Emma se tenait juste à l'entrée, toujours enveloppée dans son manteau trop grand, observant chacun de ses mouvements avec ses yeux attentifs. Elle lui rappelait les créatures sauvages qui s'aventuraient parfois près de sa cabane, prêtes à s'enfuir à la moindre provocation. « Tu peux t'asseoir, » dit-il en lui indiquant l'une des chaises. « Je vais nous préparer quelque chose à manger. » Elle se dirigea lentement vers la chaise, s'assit sur le bord comme si elle pouvait devoir s'enfuir à tout moment. Elle serrait toujours son paquet contre sa poitrine, tel un talisman contre l'inconnu. Les réserves alimentaires d'Ezra étaient basiques. Du porc salé, des haricots, des tacos durs et quelques pommes de terre flétries provenant de son petit jardin. Il se mit à préparer un repas simple, conscient que les yeux de la jeune fille suivaient ses mouvements. La routine familière de la cuisine calma quelque peu ses nerfs. C'était quelque chose qu'il savait faire. Cela ne nécessitait ni parole, ni compréhension, ni aucune des choses qu'il avait perdu l'habitude de faire. Il répartit les maigres portions entre 2 assiettes en étain, lui donnant la plus grande part sans faire de commentaires. Elle fixait la nourriture comme si elle n'avait jamais vu de haricots et de porc auparavant. « Allez-y, dit-il, ce n'est pas très raffiné, mais ça vous remplira le ventre. » Elle prit la fourchette avec hésitation, mangeant de petites bouchées avec précaution. Il remarqua qu'elle ne cessait de lui jeter des regards entre 2 bouchées, comme si elle s'attendait à ce qu'il lui reprenne son assiette. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé un vrai repas?
Des jours, des semaines, ils mangèrent en silence. Les seuls bruits étaient le crépitement du feu et le vent qui commençait à se lever dehors. Quand elle eut fini son assiette, il lui donna sans un mot la moitié de ce qui lui restait. Cette fois, elle leva les yeux vers lui. Et pendant un instant, quelque chose brilla dans son regard méfiant. Ce n'était pas tout à fait de la gratitude, plutôt de la surprise. Après le repas, Ezra débarrassa les assiettes et rajouta du bois dans le feu. La température baissait rapidement dehors. Il pouvait entendre la glace se former dans le tonneau d'eau de pluie près de la porte. Il allait falloir qu'il trouve une solution pour dormir. La cabane n'avait qu'un seul lit, et même s'il avait dormi par terre de nombreuses fois dans sa vie, il ne pouvait pas demander à une enfant de faire de même. Tu prendras le lit, dit-il d'une voix qui résonna dans le silence de la cabane. Je me ferai un lit près du feu. Il s'affaira à rassembler des couvertures, essayant de créer un semblant de confort sur le sol dur. Quand il se retourna, il constata qu'Emma avait quitté sa chaise pour se réfugier dans un coin de la pièce, blottie contre le mur, serrant son paquet contre elle. « Que fais-tu » Elle ne répondit pas, se recroquevillant davantage dans le coin, à la lueur vacillante du feu. Il pouvait la voir trembler, non pas de froid cette fois, mais de peur. Une peur viscérale, profonde. La compréhension le frappa comme un coup physique. Bien sûr qu'elle avait peur. Elle avait été vendue par son propre père à un inconnu. Un homme des montagnes grand et bourru qui l'avait emmené dans une cabane isolée à des kilomètres de tout. En imaginant la suite, Ezra eut la nausée. Lentement, prudemment, il s'assit par terre, se faisant plus petit, moins menaçant. « Emma, dit-il doucement, j'ai besoin que tu m'écoutes. Tu peux le faire? » Elle acquiesça légèrement. « Je ne te ferai pas de mal, tu comprends? Jamais. Tu es en sécurité ici. » Elle resta collée contre le mur. Mais ses yeux étaient désormais fixés sur lui, cherchant à déceler la vérité ou le mensonge sur son visage. « J'avais une fille, poursuivit-il, les mots lui venant difficilement. Sarah, elle n'était qu'un bébé quand il déglutit. Quand elle est morte, elle et sa mère ont toutes deux succombé à la fièvre il y a 5 hivers. Pourquoi lui racontait-il cela? Il n'en avait jamais parlé à personne. Mais quelque chose chez cet enfant effrayé dans sa cabane exigeait de la vérité. Je t'ai acheté à ton père parce que je ne supportais pas ce que j'avais vu. Aucun enfant ne devrait être vendu comme du bétail. Mais ce n'est pas le cas. Je ne veux rien de toi, sauf peut-être te voir nourri et en sécurité. C'est tout. » Le silence s'étira entre eux. Puis, d'une voix si faible qu'il faillit ne pas l'entendre, elle dit « Tu vas me vendre comme papa ?» Ces mots le frappèrent comme un coup de pied de mule dans la poitrine. Sa vision se brouilla et soudain, il se mit à pleurer. De grands sanglots qu'il avait retenus pendant 5 ans, il détourna le visage honteux de sa faiblesse, mais incapable d'arrêter le flot une fois qu'il avait commencé. « Non, parvint-il à dire entre 2 sanglots. Jamais. Tu m'entends? Jamais. » Lorsqu'il reprit enfin le contrôle, essuyant son visage de ses mains rugueuses, il constata qu'Emma s'était légèrement éloignée du mur. Toujours méfiante, toujours prête à s'enfuir, mais quelque chose avait changé. « Tu peux prendre le lit, murmura-t-elle. « Non, il est à toi. J'ai dormi sur des sols plus durs que celui-ci. »« Moi non, s'interrompit-elle avant de reprendre. « Je dors généralement dans la grange avec les animaux, quand papa se souvient de la déverrouiller. Bon sang! » Ezra ferma les yeux, luttant contre une nouvelle vague de colère. Quel genre d'homme enferme son enfant dans une grange? Quel genre d'homme la vend pour acheter un cheval? « Tu ne dormiras plus jamais dans une grange, » dit-il fermement. « Le lit est à toi, chaque nuit, au chaud et en sécurité. » Elle se glissa vers le lit comme si elle s'attendait à ce qu'on le lui enlève. Lorsqu'elle l'atteignit, elle toucha la couverture avec révérence, comme si elle n'avait jamais rien senti d'aussi doux. Ezra se rendit compte que c'était probablement le cas. « Je serai juste là, près du feu, dit-il. Les portes se sont verrouillées. Personne ne peut entrer. Tu peux dormir. » Elle grimpa sur le lit, tout habillée, serrant toujours son baluchon contre elle. Elle resta longtemps allongée, immobile, les yeux grands ouverts, fixant les poutres. Ezra s'installa sur sa paillasse de fortune, essayant de lui laisser de l'espace tout en tenant sa promesse de monter la garde. Le feu brûlait moins fort, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, le vent hurlait dans les pins, et quelque part au loin, un loup appelait sa meute. Emma sursauta en entendant ce bruit. « Ce ne sont que des loups, »
dit Ezra. Ils ne s'approchent pas de la cabane. Ils ont trop peur de l'odeur de la fumée et des hommes. Papa disait que les loups me mangeraient si je m'enfuyais. Ton papa disait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Le silence retomba. Puis ma maman est morte il y a 2 étés. Papa a dit que c'était de ma faute. Il a dit que je mangeais trop, que je coûtais trop cher et qu'elle s'était tuée à la tâche pour me nourrir. Ezra serra les poings. C'est un mensonge, Emma. Qu'est-il arrivé à ta maman? Ce n'était pas ta faute. Les hommes comme ton papa cherchent quelqu'un d'autre à blâmer pour leurs problèmes. En général, ils s'en prennent à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il n'était pas toujours méchant, dit-elle, et il y avait quelque chose de déchirant dans son besoin de défendre l'homme qui l'avait vendu avant la mort de maman. Parfois, il sifflait, et une fois, il m'a sculpté un cheval en bois. Le chagrin fait faire des choses étranges aux gens, mais cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle s'était endormie. Alors, comment était ta fille, Sarah? La question le prit au dépourvu. Elle était rayonnante comme le soleil. Elle riait pour un rien. Sa mère disait qu'elle tenait ça de moi, boy, même si je ne me souviens pas avoir été très enjoué à l'époque. Elle avait de petites mains. Il leva sa propre main massive. Elle pouvait enrouler tout son poing autour d'un de mes doigts. Elle me serrait fort, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle me lâchait. Tu lui chantais des chansons? Sa maman le faisait. Mary avait une voix comme un rossignol. Elle chantait des hymnes pendant qu'elle travaillait. Sarah la regardait avec ses grands yeux, essayant de suivre avant même de savoir parler. Ma maman chantait aussi « Sweet by and by ». Tu connais celle-là? Ezra acquiesça, même si elle ne pouvait pas le voir dans l'obscurité. Je la connais. Tu pourrais la chanter? Tu veux bien? Je ne chante pas, mon enfant. Une voix comme la mienne effraierait les loups, c'est certain. Un petit bruit s'échappa de sa bouche. Ce n'était pas tout à fait un rire, mais presque. C'était le premier son positif qu'il entendait de sa part. Tu pourrais peut-être juste dire les paroles. Ezra fixait les braises mourantes du feu. À quand remontait la dernière fois où il avait pensé à ces vieux hymnes? Mary chantait pendant qu'elle avait besoin de pain. Sarah était allongée sur une couverture à côté, gazouillant joyeusement. Une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Il existe une terre plus belle que le jour. Il commença d'une voix rauque mais assurée, et par la foi nous pouvons la voir au loin, car le Père veille sur le chemin, Père veille sur le chemin pour nous préparer une demeure là-bas. Il continua avec les couplets dont il se souvenait, les prononçant comme une prière ou une promesse. Au deuxième couplet, la respiration d'Emma s'approfondit et se stabilisa. Au troisième, elle s'était endormie. Ezra resta éveillé longtemps dans la nuit, écoutant la respiration de l'enfant, le vent, le calme de la cabane. Il avait agi par instinct dans ce saloon, poussé par les fantômes et la culpabilité. Maintenant, il avait une petite fille vivante, respirant la responsabilité, blottie dans son lit, et il n'avait aucune idée de la façon d'être ce dont elle avait besoin. Mais il trouverait, il avait failli à sa propre famille. Il avait échoué à les protéger de la fièvre et du destin. Il n'échouerait pas avec cet enfant. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'elle ait besoin, il le lui donnerait. C'était une dette qu'il avait. Pas envers elle, peut-être, mais envers Sarah, envers Mary, envers sa sœur, envers tous les enfants qui avaient cherché la protection d'un adulte et n'avaient trouvé que la trahison. Le feu s'éteignit en braise, puis en cendres, mais Ezra continua à veiller, gardien d'une confiance qu'il commençait seulement à comprendre. Dehors, la neige commença à tomber, la première de la saison, recouvrant temporairement de douceur le paysage montagneux hostile. Et à l'intérieur de la cabane, pour la première fois en 5 ans, 2 personnes dormaient sous le même toit. L'une trouvant enfin la sécurité, l'autre trouvant un but. Demain apporterait de nouveaux défis. Il faudrait lui trouver des vêtements convenables, trouver comment couper ses cheveux emmêlés, lui apprendre les rudiments de la vie en montagne. Il y aurait des questions à répondre en ville, des soupçons à dissiper, une enfant traumatisée à aider à guérir. Mais pour cette nuit, il suffisait qu'elle dorme paisiblement. Elle n'était plus dans une grange, elle n'avait plus faim, elle n'était plus à vendre. Il suffisait qu'il ait tenu sa promesse, la première d'une longue série qu'il avait l'intention de tenir. Les loups hurlèrent à nouveau au loin, mais Emma ne bougea pas, en sécurité dans la chaleur de la cabane. Protégée par l'homme qui avait juré de ne jamais la vendre, de ne jamais lui faire de mal, de ne jamais l'abandonner.
Elle continua de dormir, et Ezra veilla sur elle, comme il avait autrefois veillé sur un autre enfant dans une autre vie, quand il croyait encore que le monde pouvait être bienveillant. Les premières neiges de l'hiver avaient laissé place au dégel printanier, et avec lui vint une transformation dans la petite cabane à flanc de montagne. Ce qui avait commencé comme un arrangement maladroit entre un homme accablé de chagrin et une enfant effrayée s'était lentement transformé en quelque chose qui ressemblait à une routine familiale. Emma se révéla être une élève rapide. En quelques semaines, elle aidait aux tâches quotidiennes que la vie à la montagne exigeait. Elle apprit à transporter l'eau du ruisseau sans en renverser, ses bras minces devenant plus forts à chaque voyage. Elle maîtrisait l'art de maintenir le feu toute la nuit, garantissant ainsi que la cabane reste chaude pendant les vagues de froid intenses qui sévissaient encore dans les hautes terres. Tiens la hache plus bas, lui avait conseillé Ezra un matin glacial, en la regardant essayer de fendre du petit bois. Laisse le poids de la tête faire le travail. Elle avait ajusté sa prise, abattant la petite hache avec plus de contrôle. Le bois s'était fendu proprement, et un rare sourire avait illuminé son visage. Bien. Maintenant, empile-le avec les autres. Nous en aurons besoin avant la prochaine tempête. Elle travailla sans se plaindre, même si Ezra pouvait voir les ampoules se former sur ses petites mains. Ce soir-là, il lui montra comment les soigner avec de la graisse d'ours et les enveloppa dans un tissu propre. Mes mains deviendront aussi résistantes que les tiennes? Demanda-t-elle en examinant ses paumes calleuses. Avec le temps, tout prend du temps ici. Les leçons allaient au-delà des simples tâches ménagères. Ezra lui apprit à lire le temps et le mouvement des nuages, le comportement des oiseaux, l'odeur du vent. Il lui montra comment identifier les traces dans la neige, celles des lapins, des cerfs, des élans, et les signes plus dangereux des ours et des pumas. Tu vois ici? Il s'agenouilla à côté d'une empreinte nette dans la boue près du ruisseau. Un puma, une femelle, d'après la taille, elle a probablement des petites quelque part dans les environs. Emma examina attentivement la trace. Comment sais-tu que c'est une femelle? Les mâles sont plus grands, plus lourds, leurs pattes sont plus écartées. Celles-ci se déplacent prudemment, elles chassent du petit gibier. Les mères qui ont des petits à nourrir ne prennent pas de grands risques. Elle absorbait ses leçons avec l'intensité de quelqu'un qui comprenait que le savoir était synonyme de survie. Contrairement aux enfants de la ville, qui apprenaient à lire dans l'espoir abstrait d'une vie meilleure, Emma apprenait parce que l'ignorance dans les montagnes pouvait signifier la mort. La transformation ne concernait pas seulement ses compétences. Lentement, prudemment, elle commença à sortir de la coquille de peur dans laquelle elle s'était enfermée. Comme une armure, elle ne sursautait plus lorsqu'il bougeait brusquement. Elle commença à poser des questions, timidement au début, puis avec une confiance croissante. « Pourquoi vis-tu ici tout seul? » demanda-t-elle un soir alors qu'il nettoyait des peaux de lapin. Ezra réfléchit à sa réponse. « Je n'ai pas toujours été seul. Après la mort de ma famille, la ville me semblait trop peuplée. Trop de souvenirs. Les montagnes. Ne pose pas de questions. Ne juge pas. Demande simplement un travail honnête. Il te manque? Ta famille? Tous les jours? » Elle acquiesça, comprenant la perte d'une manière qu'aucun enfant ne devrait comprendre. « Ma maman me manque. Pas papa. Est-ce mal? Il n'y a rien de mal à cela. Les personnes qui ont été gentilles avec nous nous manquent. C'est naturel. L'été apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. La montagne s'éveillait à la vie. Les prairies se couvraient de fleurs sauvages. Les ruisseaux gonflaient avec la fonte des neiges. Le gibier était abondant. Ezra apprit à Emma à poser des pièges pour attraper des lapins, à distinguer les plantes comestibles des plantes vénéneuses, à pêcher dans les ruisseaux froids de montagne. « Patience », murmura-t-il alors qu'elle tenait la canne à pêche artisanale, luttant contre l'envie de tirer à chaque ondulation. Les poissons sont plus intelligents qu'ils n'en ont l'air. Attends qu'ils mordent vraiment. Lorsqu'elle a enfin attrapé sa première truite, une petite truite arc-en-ciel qui scintillait comme de l'argent au soleil, son cri de triomphe a résonné dans les parois du canyon. Ce soir-là, elle l'a nettoyée et cuisinée elle-même, puis la lui a présentée avec une fierté qui lui a serré le cœur. « C'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé, » a-t-il dit, et il le pensait vraiment. Mais les leçons les plus importantes étaient celles qui lui apprenaient à se défendre. Ezra avait vécu trop longtemps dans une région hostile pour se faire des illusions sur la bonté des hommes. L'histoire d'Emma était la preuve que le danger ne venait pas toujours des loups ou des ours.
Il commença par les bases. Comment manier un couteau ou frapper si elle était saisie, comment utiliser sa petite toe comme un avantage plutôt que comme une faiblesse. Un homme s'attend à ce qu'un autre homme se batte de front, expliqua-t-il en lui montrant une position défensive. Mais tu es petite, rapide. Utilise cela. Vise les genoux, les parties molles, puis cours. Cours toujours. Va à la cabane, barre la porte et n'ouvre à personne d'autre que moi. Elle s'entraîna avec la concentration sérieuse de quelqu'un qui avait déjà appris que le monde pouvait être cruel. Quand il lui donna un petit couteau en acier de bonne qualité avec un manche en os qui s'adaptait à sa main, elle le traita avec le respect que la plupart des filles réservaient à leurs poupées. « Et si quelqu'un vient pendant que tu es parti, demanda-t-elle, alors tu fais ce que je t'ai appris, et si tu ne peux pas atteindre la cabane, tu te caches. Ces montagnes regorgent de cachettes. Je te montrerai les meilleures. » Il lui fit découvrir le réseau de grottes plus haut dans la montagne. L'arbre creux qui semblait solide de l'extérieur, les formations rocheuses qui créaient des abris naturels. Chaque endroit était approvisionné à une fourniture de base, couverture, nourriture séchée, eau, munitions pour le petit fusil qu'il lui apprenait à utiliser. Les leçons de terre étaient peut-être les plus importantes. Au début, le calibre 22 semblait énorme dans ses petites mains, mais elle était déterminée à le maîtriser. Reste stable. Ezra la guidait tandis qu'elle visait une cible qu'il avait installée. Un morceau d'écorce avec des cercles dessinés au charbon. Expire lentement. Appuie doucement. Ne bouge pas brusquement. Le bruit du fusil fit s'envoler les oiseaux des arbres voisins. Son tir était loin du but, mais elle s'ajusta immédiatement, prête à réessayer. « Bien, tu n'as pas bronché. C'est déjà la moitié du chemin. » À la fin de l'été, elle réussissait à toucher la cible la plupart du temps et avait même abattu un lapin pour la marmite, même si la fierté sur son visage se mêlait à la tristesse pour la créature. « C'est normal d'avoir de la peine pour lui, » lui dit Ezra, alors qu'elle l'aidait à nettoyer le gibier. « Cela montre que tu as bon cœur, mais ici nous prenons ce dont nous avons besoin pour survivre. Rien de plus. Nous utilisons tout ce que nous pouvons. Nous ne gaspillons rien. C'est ainsi que nous honorons ceux qui meurent pour nous permettre de vivre. » Le véritable test de son entraînement survint de manière inattendue un jour au début de l'automne. Ezra était parti vérifier ses pièges, laissant Emma s'occuper de la cabane. Il était parti depuis environ 2 heures lorsqu'il entendit le coup de feu. Un seul coup de 22 qui résonna dans la montagne. Il courut, la peur lui donnant des ailes. Une douzaine de scénarios lui traversèrent l'esprit, tous plus terribles les uns que les autres. Quand il déboula dans la clairière autour de la cabane, fusil à la main, il trouva Emma debout sous le porche, le calibre 22 fumant dans ses mains et un ours noir très surpris s'éloignant péniblement dans la forêt. « Il essayait d'entrer dans la cave à légumes, dit-elle, la voix calme malgré le tremblement de ses mains. Je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit. Tirer d'abord au-dessus de leur tête, les effrayer. » Ezra sentit ses genoux fléchir de soulagement. « Tu as bien fait, Emma. Tu as vraiment bien fait cette nuit-là. » Elle s'assit près de lui, près du feu, plus près que d'habitude, encore sous le coup de l'excitation de la journée. « J'avais peur, admit-elle doucement. Il serait idiot de ne pas l'avoir. Il ne faut pas prendre les ours à la légère. Mais tu as gardé ton sang-froid, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est ce qui compte. Aurais-tu tiré s'il n'était pas parti? S'il t'avait menacé sans hésitation? » Elle comprit ce qui circulait entre eux sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un mot. Les montagnes étaient magnifiques, mais impitoyables. Il fallait parfois faire des choix difficiles, mais on les faisait pour protéger ce qui comptait et quelque part en chemin, sans qu'aucun d'eux ne se rende vraiment compte quand ils étaient devenus ce qui comptait l'un pour l'autre. Alors que l'automne s'installait, apportant avec lui la promesse d'un autre hiver rigoureux, Ezra regardait Emma se déplacer dans la cabane avec une confiance grandissante. Elle avait pris du poids. Elle n'était plus le squelette enveloppé de haillons qu'il avait ramené chez lui ce jour-là. Ses cheveux, autrefois emmêlés et ternes, brillaient de santé après avoir été soigneusement coiffés et nourris correctement. Mais plus que cela, c'était le changement dans ses yeux. Le regard hanté était toujours là, certaines blessures ne guérissaient jamais complètement, mais il était désormais accompagné d'autre chose. De la confiance, d'un but, peut-être même du bonheur. « Une tempête approche », annonça-t-elle un soir, en lisant les signes dans le ciel aussi bien qu'il le pouvait.
Une grosse à en juger par ces nuages. Alors nous ferions mieux de nous préparer. Il acquiesça, la fierté lui réchauffant la poitrine. Ils travaillèrent ensemble pour se préparer, rapportant du bois supplémentaire, vérifiant que le toit n'avait pas de fuite, s'assurant que leur réserve de nourriture était en sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, Emma fredonnait sans mélodie, un son qui le surprenait encore. Il lui avait fallu des mois avant de se sentir suffisamment en sécurité pour faire du bruit inutile. La tempête frappa cette nuit-là avec une fureur qui fit trembler les murs de la cabane. Le vent hurlait comme un être vivant, poussant la neige à l'horizontale devant les fenêtres, mais à l'intérieur, le feu crépitait joyeusement, et deux personnes qui avaient trouvé le salut dans la compagnie l'une de l'autre s'installèrent pour attendre que la tempête passe. « Parle-moi de l'endroit d'où vient ton peuple », demanda Emma. Un rituel qui s'était développé au fil des mois. Avant les montagnes, Ezra lui parla de la Virginie, des collines verdoyantes et des champs de tabac, d'un mode de vie qui semblait désormais aussi lointain que la lune. Elle écoutait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui stocke des histoires en prévision d'un besoin futur, construisant une histoire au-delà de la dure réalité de ses premières années. Lorsque le vent devint trop fort pour parler, ils s'assirent simplement dans un silence complice. Emma s'occupait de raccommoder une chemise d'Ezra, ses pointes de couture devenant plus réguliers à force de pratique, tandis qu'il affûtait ses outils pour l'hiver à venir. Deux personnes brisées par la perte, apprenant lentement à se reconstruire. La tempête passerait, comme toutes les tempêtes. L'hiver arriverait avec ses défis, et à Copper Creek, les rumeurs sur l'homme des montagnes et l'enfant qu'il avait acheté continueraient de circuler, devenant de plus en plus sombres à chaque fois qu'elles étaient répétées. Mais pour l'instant, à cet instant précis, ils étaient en sécurité. Ils étaient au chaud. Ils étaient ensemble. Et pour deux âmes qui avaient trop connu le froid et la solitude, cela suffisait. Les coups frappés à la porte de la cabane à l'aube étaient secs et autoritaires. Ezra était déjà réveillé. Il l'était depuis qu'il avait entendu les chevaux gravir le sentier. La vie à la montagne avait appris à un homme à avoir le sommeil léger. « Emma, dit-il doucement, en lui touchant l'épaule, « habille-toi, nous avons de la visite. » Elle se réveilla instantanément. La fatigue de ses premières années ne s'était jamais complètement estompée, malgré des mois de sécurité. Son regard se porta immédiatement sur le fusil près de la porte. Mais Ezra secoua la tête. Ce n'est pas ce genre de problème, mais reste en retrait. Il ouvrit la porte et trouva le shérif Tom Garrett debout sous son porche, accompagné de deux hommes qu'Ezra reconnut comme étant des habitants de la ville. Claude Morrison, du magasin général, et Isaac Hartley, qui se prenait pour le gardien de la morale à Copper Creek. « Shérif, dit Ezra en inclinant la tête, son corps bloquant l'entrée, trop tôt pour une visite de courtoisie. Garrett, un homme buriné qui maintenait l'ordre dans les villes minières depuis plus longtemps que la plupart, semblait mal à l'aise. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Hawthorne, ça vous dérange si nous entrons? Oui, ça me dérange. Dites ce que vous avez à dire ici. Hartley s'avança, le visage rouge de colère vertueuse. Vous savez très bien pourquoi nous sommes ici. Cette fille, attention. La voix d'Ezra baissa d'un ton. C'est dangereux. Choisissez vos mots avec soin. Hartley. Le shérif posa une main retenue sur le bras de Hartley. Nous avons reçu des plaintes, Hawthorne, des inquiétudes concernant le bien-être de l'enfant. Les gens parlent toujours, surtout quand ils n'ont rien de mieux à faire. C'est différent. Morrison prit de la parole. Il évitait le regard d'Ezra. Un homme vivant seul avec une jeune fille, sans lien de parenté, sans surveillance adéquate. Ça ne semble pas normal. Et qu'est-ce qui vous semblerait normal? Demanda Ezra. La laisser avec un père qui l'a vendue pour de l'argent afin de pouvoir boire? Vous auriez peut-être préféré qu'elle finisse avec n'importe qui d'autre qui avait 20 $ ce jour-là. Ce n'est pas Hartley qui a commencé. Quoi? Ce n'est pas votre problème? Ce n'était pas votre problème quand Silas Kane titubait ivre tous les jours pendant que sa fille avait faim? Ce n'était pas votre problème quand il l'enfermait dans la grange. Mais maintenant qu'elle est nourrie et en sécurité, vous êtes soudainement tous des citoyens concernés. Emma apparut à ses côtés, habillée mais pieds nus, le petit visage marqué par des traits obstinés. « Je veux rester ici, dit-elle clairement. Monsieur Hawthorne prend bien soin de moi. » Les yeux de Hartley se plissèrent. « Bien sûr que tu dirais ça. Il t'a probablement menacé. »
Les mots moururent dans sa bouche quand Ezra fit un pas en avant. Le shérif intervint rapidement. Personne n'accuse personne de quoi que ce soit, mais vous comprenez. Hawthorne, nous devons enquêter sur ces choses-là. C'est mon travail. Alors faites votre travail, dit Ezra. Regardez autour de vous, posez vos questions, mais ensuite laissez-nous tranquilles. Garrett acquiesça, semblant soulagé par cette coopération. La fille était en bonne santé et mangeait à sa faim. Je mange mieux que jamais, dit Emma avant qu'Ezra n'ait le temps de répondre. 3 fois par jour, avec de la viande à presque tous les repas. Et il t'apprend à lire et à écrire. Emma disparut à l'intérieur et revint avec une ardoise couverte de lettres soigneusement tracées et de simples calculs. Nous nous entraînons tous les soirs. Je sais maintenant lire la Bible. Et M. Hawthorne m'apprend à faire des comptes. Morrison examina l'ardoise. La surprise se lisait sur son visage. C'est du bon travail, mieux que la plupart des enfants du village. Le shérif acquiesça. Il regarda Ezra avec une nouvelle considération. Tu avais reçu une éducation avant de venir dans les montagnes. Ma mère était institutrice, elle tenait à ce que tous ses enfants apprennent les bonnes manières. Et les arrangements pour le couchage des filles, pressée, clairement insatisfaite de la direction que prenait l'enquête. Ezra serra les mâchoires, mais Emma répondit calmement. J'ai mon propre lit, Monsieur Hawthorne dort près du feu. Il n'a jamais... Elle marqua une pause, puis leva le menton. Il n'a toujours été qu'aimable. La première nuit, j'avais peur et il m'a parlé de sa fille qui était morte. Il a pleuré. Cette confession resta suspendue dans l'air. Les hommes ne pleuraient pas, surtout pas des hommes comme Ezra Hawthorne. Le fait qu'il ait eu cet enfant qui avait été témoin de cela sembla changer quelque chose dans l'atmosphère. Puis-je leur montrer mes affaires? Demanda Emma à Ezra. Il acquiesça et elle conduisit les hommes à l'intérieur. La cabane était propre et bien rangée, clairement un foyer plutôt qu'un simple abri. Dans le coin d'Emma se trouvait son lit, soigneusement fait, avec un petit coffre qu'Ezra avait construit pour ses affaires. Elle l'ouvrit fièrement, montrant la nouvelle robe qu'il avait fait confectionner par Mme Patterson, son manteau d'hiver, les livres qu'il avait achetés pour son éducation. Et ceci, dit-elle en sortant le couteau qu'il lui avait donné pour se protéger. Il m'a appris à m'en servir correctement. Et le fusil aussi dit qu'une personne doit être capable de prendre soin d'elle-même. Vous la laissez manipuler des armes, s'indigna Hartley. C'est une région montagneuse, dit Ezra d'un ton neutre. Il y a des ours, des félins, des loups. Ils se moquent que vous ayez 8 ou 80 ans. Elle doit savoir comment se protéger. Montre-leur tes cibles, suggéra Emma en les conduisant dehors, là où ses cibles d'entraînement étaient installées. Les groupements étaient impressionnants pour n'importe qui, et encore plus pour une enfant. Le shérif Garrett siffla doucement. C'est du beau travail. Elle a un don naturel, dit Ezra, incapable de cacher sa fierté. Une main sûre, un bon œil. Ils visitèrent le reste de la petite propriété. La cave était remplie de conserves et de viande fumée. La remise à bois contenait suffisamment de bûches pour passer l'hiver. Le petit potager était déjà prêt pour les semis de printemps. « Vous avez bien fait, acheteur, » admit Morrison à contre-cœur. « Je le vois bien. » Mais Hartley n'avait pas fini. Ce n'est toujours pas convenable. Une fille a besoin de l'influence d'une femme. Elle a besoin d'être entourée d'autres enfants. Elle a besoin d'une éducation chrétienne appropriée. Je lui lis la Bible tous les dimanches. Ezra l'interrompit. Elle connaît ses prières. Quant aux autres enfants, vous pouvez envoyer les vôtres ici pour jouer si vous êtes si préoccupé par son éducation sociale. L'offre fut accueillie par un silence gêné. Personne n'enverrait ses enfants dans la montagne, dans la cabane de l'ermite. Et ils le savaient tous. « Et l'école » demanda le shérif. « Au printemps, elle devrait être à l'école avec les autres enfants. »« J'y ai pensé, » admit Ezra. « Je l'y ai préparé. Au printemps, quand la neige aura fondu, je l'amènerai régulièrement à l'école. »« Vraiment ?» Emma le regarda, surprise. « Mais les autres enfants apprendront à te traiter correctement ou ils auront affaire à moi, » dit Ezra fermement. Le shérif acquiesça, satisfait. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Morrison, avez-vous d'autres préoccupations? Le commerçant secoua la tête, l'air honteux d'avoir participé à l'enquête. Mais Hartley resta obstiné. Ce n'est pas fini, déclara-t-il. Cet enfant a besoin d'un foyer convenable avec de bons chrétiens comme vous. La voix d'Ezra était d'un calme mortel. Dites-moi, Hartley, où était votre charité chrétienne lorsque son père la vendait?
Où était votre foyer convenable à ce moment-là? C'est différent. Non, ça ne l'est pas. Vous ne vouliez pas de ce fardeau à l'époque et vous ne le voulez pas maintenant. Vous voulez juste vous sentir vertueux. Eh bien, trouvez une autre cause. Cet enfant reste avec moi. Emma glissa sa main dans celle d'Ezra, un geste qui n'échappa pas au shérif. Je pense que nous en avons vu assez. Garrett a dit que l'enfant était en bonne santé, éduqué et bien traité, à moins que quelqu'un n'ait des preuves d'actes répréhensibles, et pas seulement des ragots et des spéculations. Je ne vois aucune raison d'intervenir. Vous le regretterez. Hartley a prévenu. Quand quelque chose arrivera, la seule chose qui arrivera, l'a interrompu le shérif, c'est que vous laisserez ces gens tranquilles. C'est un ordre, Isaac. Alors que les hommes s'apprêtaient à partir, Emma s'avança. Monsieur Hartley, je tiens à vous remercier. L'homme eut l'air surpris. Me remercier? Oui, monsieur. Pour avoir pris la peine de venir voir si j'allais bien, même si vous vous êtes trompé au sujet de monsieur Hawthorne. C'est bon de savoir que des gens veillent sur les enfants. Si davantage de personnes faisaient comme vous, mon père n'aurait peut-être pas pu me vendre. Ces mots, prononcés avec une innocence enfantine, frappèrent comme des coups de marteau. Hartley rougit profondément, marmonna quelque chose d'incohérent et se précipita vers son cheval. Le shérif Garrett s'attarda un instant. Elle est intelligente, dit-il doucement à Ezra. Vous faites ce qu'il faut pour elle. Tout le monde peut le voir. Mais Hartley n'est pas le seul à avoir des inquiétudes. Il y aura d'autres rumeurs, d'autres problèmes. Je sais. L'amener régulièrement à l'école aidera, que les gens la voient, qu'ils voient à quel point elle s'épanouit. La peur grandit dans l'obscurité. Mettez-la en lumière. Près leur départ, Emma resta silencieuse, debout à côté d'Ezra sous le porche, tandis qu'il regardait les cavaliers disparaître au loin sur le sentier. « Tu n'as pas besoin de m'envoyer à l'école, dit-elle finalement. Je peux tout apprendre ici. Non, le shérif a raison. Tu dois en savoir plus que ce que je peux t'apprendre. Et tu dois apprendre à côtoyer les gens. Même ceux qui chuchotent et te montrent du doigt. Ils seront méchants. Certains le seront, mais tu es plus forte qu'ils ne le pensent. Tu as survécu à pire que des mots. » Elle s'appuya légèrement contre lui. Une confiance qui le surprenait encore. Et s'ils essaient de m'emmener, ils devront passer par moi. Et Emma, je ne suis pas facile à affronter. Elle sourit à ces mots. Un petit sourire, mais sincère. Je sais. C'est pour ça que je leur ai dit que tu avais pleuré, pour qu'ils sachent que tu n'es pas seulement dur. Tu es aussi bon. Ils restèrent debout ensemble, tandis que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres à travers la clairière. Cette visite avait été un avertissement. Ezra savait que la ville les surveillerait de plus près, surtout quand Emma commencerait à aller à l'école. Il y aurait plus de questions, plus d'accusations, plus de tentatives pour les séparer. Mais en regardant la fille qui était devenue sa raison d'être, sa rédemption, sa fille de cœur, Ezra se sentait prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver. Il avait échoué une fois à protéger sa famille. Il n'échouerait pas une seconde fois. « Allez, viens, dit-il, allons prendre notre petit déjeuner. Ensuite, nous nous entraînerons à écrire. Si tu veux montrer aux enfants de la ville ce qu'est l'éducation à la montagne, nous ferions mieux de nous assurer que tu es prête. » Emma sourit, les traces de la confrontation matinale s'effaçant déjà de son jeune visage. Ensemble, ils rentrèrent, laissant derrière eux les jugements de la vallée, en sécurité pour l'instant dans leur sanctuaire montagneux. L'hiver arriva tôt cette année-là, violent et impitoyable. En novembre, la neige atteignait 1 mètre de profondeur autour de la cabane, avec des congères qui arrivaient jusqu'aux fenêtres du côté nord. Les cols de montagne devinrent impraticables, les coupants de Copper Creek plus complètement que n'importe quelle porte verrouillée. Pour Ezra, qui avait déjà traversé seul de nombreux hivers de ce type, l'isolement ne représentait pas une grande difficulté. Mais cette année était différente. Cette année, il devait penser à Emma, et leur réserve de nourriture, suffisante pour une personne, serait insuffisante pour deux. « Nous devrons faire attention », expliqua-t-il alors qu'il faisait l'inventaire du vendeur de racines. « Pas de gaspillage, des portions plus petites quand c'est possible. La viande séchée devrait durer si nous la complétons avec ce que je peux chasser. » Emma acquiesça solennellement, comprenant mieux que la plupart des enfants de son âge les mathématiques de la survie. « Je n'ai pas besoin de beaucoup, dit-elle. J'ai l'habitude d'avoir faim. »« Tu n'auras pas faim, dit Ezra fermement. Pas tant que je respirerai.
Nous nous débrouillerons. Les premières semaines se passèrent assez bien. Les pièges d'Ezra rapportèrent des lapins et parfois des tétras. Emma se révéla douée pour préparer des ragoûts qui permettaient d'étirer les ingrédients. Elle ajoutait des aiguilles de pain pour les vitamines, comme il le lui avait appris, et utilisait chaque morceau de viande et chaque housse. Mais ensuite, le vrai froid s'installa. Les températures chutèrent jusqu'à ce que même respirer à l'extérieur devienne douloureux. Les loups, poussés par leur propre faim, devinrent plus audacieux. Leurs hurlements se rapprochaient chaque nuit, encerclant la cabane comme des fantômes gris. Ils chassent, dit Ezra un soir, en chargeant des cartouches supplémentaires pour le fusil. Le gibier se fait rare. Ils sont désespérés. Emma regarda à travers la fenêtre recouverte de givre dans l'obscurité. Allait-il attaquer les gens? Ce n'était pas habituel, mais cet hiver n'est pas habituel. 2 nuits plus tard, ils obtinrent leur réponse. Ezra se réveilla au son de grattements à la porte, suivi de grognements sourds qui lui hérissèrent les poils de la nuque. À travers la fenêtre, il pouvait voir des yeux jaunes refléter la lumière de la lune. 6, 8, peut-être plus de loups rôdaient autour de la cabane. « Reste au lit », dit-il doucement à Emma en attrapant le fusil. « Ne fais pas de bruit. » Mais elle était déjà debout, son petit fusil à la main. « Je peux aider. » Non, c'est un corps lourd qui se jette contre la porte, faisant vibrer la barre. Un autre loup avait grimpé sur le tas de bois et grattait le toit, à la recherche d'une faille. « D'accord, concéda Ezra. Mais tu fais exactement ce que je te dis. Nous allons les effrayer, pas déclencher une guerre. » Ils se placèrent à des fenêtres opposées. Au signal d'Ezra, ils tirèrent simultanément dans l'air. Les détonations retentirent dans les montagnes. Les loups se dispersèrent, mais pas loin. Ils se regroupèrent à la lisière de la clairière, faisant les 100 pas. Attendant. « Ils reviendront, dit Ezra d'un ton sombre. Il nous faut plus de bois à l'intérieur. On ne peut pas laisser le feu s'éteindre, même pas une minute. La fumée et la lumière sont les seules choses qui les tiennent à distance. » Ils passèrent les jours suivants en état de siège. Ezra fit des courses périlleuses jusqu'au tas de bois, tandis qu'Emma montait la garde avec son fusil. Une fois, un loup lui fonça dessus alors qu'il chargeait ses bras de bûche. Le tir d'Emma, visant le sol près de l'animal, le fit dévier à la dernière seconde. « Bien tiré », allaita-t-il en rentrant à l'intérieur. « Tu restes calme sous la pression. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir une vraie femme des montagnes. » Elle rayonna de joie à ses compliments, mais l'inquiétude plissa son jeune visage. Le bois ne durerait pas éternellement. Non, il était d'accord, mais leur audace non plus. La tempête arrivait. Ils allaient se terrer. Attendre qu'elle passe. Nous devons juste les survivre. La tempête s'abattit cette nuit-là avec une fureur apocalyptique. Le vent hurlait comme un être vivant, projetant la neige à l'horizontale contre les fenêtres. La cabane gémissait et craquait sous les assauts, et plus d'une fois, Ezra craignit que le toit ne s'arrache complètement, mais il tint bon. Le savoir-faire des montagnards et leur détermination obstinée permirent aux murs de rester solides et au toit intact. À l'intérieur, ils se blottirent près du feu, enveloppés dans toutes les couvertures qu'ils possédaient. « Parle-moi du printemps, dit Emma en claquant des dents. Parle-moi du moment où les fleurs apparaissent. » Alors Ezra parla. Il parla des prairies recouvertes de collines et de castillejas. Il parla des ruisseaux gonflés par la fonte des neiges, où les grosses truites sautaient pratiquement dans vos mains. Il parla du soleil chaud et des brises légères, et de toutes ces choses qui semblaient impossibles au milieu de la rage de l'hiver. Peu après minuit, le vent commença à se calmer. À l'aube, un silence inquiétant s'était installé sur la montagne. Ezra jeta un coup d'œil dehors et découvrit un paysage transformé. La neige s'était accumulée sur les avant-toits d'un côté de la cabane, ensevelissant complètement le tas de bois. « Il faut déblayer, dit-il, vérifier les animaux, dégager un chemin jusqu'à la remise. » Ils travaillèrent ensemble toute la journée. Ezra ouvrait la voie tandis qu'Emma le suivait, aidant là où elle le pouvait. Le travail était épuisant, mais il leur réchauffait le sang et leur remontait le moral. Il ne restait aucune trace des loups, à part des empreintes recouvertes de neige fraîche. Dans la grange, ils trouvèrent Bessie, la mule, et les poules qui avaient survécu, même si les oiseaux avaient l'air débraillés et misérables. Emma ramassa 2 œufs, précieux comme de l'or dans leur situation, tandis qu'Ezra donnait du foin à Bessie.
Elle maigrit, observa Emma en passant sa main sur les côtes de la mule. Nous aussi, mais nous allons nous en sortir, comme toujours. Ce soir-là, alors qu'ils mangeaient leur maigre souper composé d'un ragoût de lapin et de pain de maïs préparé avec le reste de leurs provisions, Emma demanda « As-tu eu peur pendant la tempête ?» Ezra envisagea de mentir afin de préserver son image d'homme invulnérable, mais elle méritait la vérité. « Oui, pas pour moi, mais oui, à cause de moi, parce que j'ai quelque chose à perdre maintenant. Ça rend un homme vulnérable, se soucier de quelqu'un. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. « Alors j'ai eu peur aussi, mais pas de la tempête ou des loups. » De quoi alors? De perdre ça? Que quelque chose t'arrive et que je me retrouve seul à nouveau? Sa voix se réduisit à un murmure. De revenir à la situation d'avant? Ezra tendit le bras par-dessus la table et prit sa petite main dans la sienne énorme. Écoute-moi bien, Emma. Tant que je respirerai, tu auras un foyer. Et si quelque chose m'arrivait, ce qui n'arrivera pas, je suis trop têtu pour mourir. Mais si cela arrivait, tu connais ces montagnes maintenant. Tu sais comment survivre. Tu n'es plus cette petite fille effrayée du saloon. J'ai encore peur parfois. Avoir peur n'est pas une faiblesse. C'est ce que tu fais quand tu as peur qui compte. Et toi? Tu as monté la garde alors que les loups rôdaient. Tu as gardé ton sang-froid dans une tempête de neige qui aurait fait pleurer des hommes adultes. Tu es courageuse, Emma. Plus courageuse que tu ne le penses. Les semaines qui ont suivi ont mis ce courage à l'épreuve. La nourriture se faisait rare. Ils en étaient réduits à 2 repas par jour. Puis un seul, Ezra, donnait la part du lion à Emma. Ignorant ses protestations, ses vêtements pendaient sur son corps amaigri, mais il cachait ses inquiétudes. Puis vint le matin où il s'effondra en vérifiant les pièges. L'instant d'avant, il était debout. L'instant d'après, il gisait face contre terre dans la neige. Le monde tournait autour de lui. La faim et le froid avaient fini par avoir raison de lui. Il serait peut-être mort là, un autre cadavre gelé que le printemps aurait découvert si Emma n'avait pas été là. Elle l'avait suivi contre son gré, inquiète de le voir s'affaiblir de plus en plus. Malgré sa petite taille, elle avait réussi à le ramener à la cabane, le traînant à moitié, le soutenant à moitié dans la nordieille. « Quelle tête de mule !» marmonna-t-il lorsqu'elle le fit entrer près du feu. « J'apprends auprès des meilleurs, » répondit-elle. La peur rendait sa voix aiguë. Elle le prépara du thé aux aiguilles de pin, le força à boire, lui donna de petites portions de la nourriture qui leur restait, ignorant son propre estomac vide. Pendant 2 jours, elle le soignait tandis que la neige tombait sans discontinuer dehors. Quand sa fièvre finit par baisser et que la clarté revint dans ses yeux, il la trouva recroquevillée à côté de lui sur le sol, montant la garde, même épuisée. Elle avait utilisé ses propres couvertures pour le garder au chaud, ne gardant pour elle que son manteau fin. « Emma, dit-il en lui touchant doucement l'épaule. « Emma, réveille-toi. » Elle se réveilla immédiatement en sursaut et vérifia s'il avait encore de la fièvre. « Tu vas mieux, grâce à toi, mais tu dois manger. Réchauffe-toi. »« Je vais bien. »« Non, dit-il fermement. Nous prenons soin l'un de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Le printemps, lorsqu'il arriva enfin, sembla être un miracle. Les premières gouttes de neige fondante, les premières pousses vertes perçant la blancheur, le premier chant d'oiseaux. Chaque petit signe de renouveau était célébré. Ils étaient plus minces, épuisés par l'hiver rigoureux. Mais ils avaient survécu à bien plus que cela. Ils s'étaient prouvé quelque chose les uns aux autres et à eux-mêmes en affrontant la famine, le froid et les prédateurs. En sauvant la vie de l'autre, ils avaient forgé un lien plus fort que le sang. « Nous avons réussi, » dit Emma un matin, debout dans l'embrasure de la porte, respirant un air qui ne lui faisait plus mal aux poumons. « Oui, » répondit Ezra, « c'est l'hiver le plus rude dont je me souvienne, et nous l'avons traversé ensemble. Ensemble. » Lorsque les sentiers furent suffisamment dégagés pour permettre le passage, Ezra sut qu'il devrait bientôt affronter à nouveau le monde d'en bas. Les accompagnateurs scolaires promis, les habitants méfiants, toutes les complications de la civilisation les attendaient. Mais pour l'instant, ils se tenaient côte à côte à l'entrée de leur cabane. Survivantes d'une épreuve de glace et de vent, père et fille à tous les égards qui comptaient. La montagne les avait mis à l'épreuve et les avait jugés dignes. Quels que soient les défis qui les attendaient dans la vallée,
Ils les affronteraient ensemble. Eux aussi. Le printemps apporta plus que la fonte des neiges et les fleurs sauvages à la montagne. Il ramena Jake Sullivan à Copper Creek. Ezra a pris son retour lors d'un voyage en ville pour s'approvisionner. Les chuchotements habituels qui le suivaient dans le magasin de Morrison avaient une tonalité différente, excitée, pleine d'anticipation, comme des vautours sentant Kyrian. Sullivan est de retour, dit Morrison en calculant les achats d'Ezra. Il a demandé autour de lui à propos de cette transaction de l'automne dernier. Il dit qu'il faisait partie de l'accord initial. La main d'Ezra s'immobilisa sur le comptoir. Quelle transaction? Vous savez de quoi je parle. La fille prétend qu'il avait un accord avec Silas Kane avant que vous n'interveniez. Kane a vendu sa fille pour 20 $. Je les ai payés. Point final. Morrison se pencha vers lui et baissa la voix. Peut-être, mais Sullivan raconte une autre histoire. Il dit que Kane lui devait de l'argent et lui avait promis la fille en paiement. Il dit que vous lui avez volé ce qui lui appartenait de droit. Personne n'a le droit de revendiquer un enfant comme sa propriété. Je te rapporte simplement ses propos. J'ai pensé que tu devais le savoir. Il a beaucoup bu au Broken Wheel, il se prépare à quelque chose. Ezra quitta rapidement la ville, l'esprit en ébullition. Il se souvenait vaguement de Sullivan, un traître qui faisait le commerce de marchandises d'origine douteuse, le genre d'homme qui hantait les marges des villes frontalières comme une mauvaise odeur. Qu'il ait été impliqué avec Silas Kane ne le surprenait pas du tout. Quand il est arrivé à la cabane, il a trouvé Emma en train de s'entraîner à écrire des lettres sous le porche, profitant du soleil printanier. Elle a levé les yeux à son approche, son sourire s'estompe en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? Nous pourrions avoir des problèmes, lui a-t-il expliqué à propos de Sullivan, voyant son visage pâlir à chaque mot. « Je ne le laisserai pas s'approcher de toi, mais tu dois le savoir au cas où il se présenterait en mon absence. Utilise les cachettes que tu m'as montrées si tu en as besoin. N'hésite pas. N'essaye pas d'être courageuse. Si tu le vois arriver, cours te cacher. » Pendant la semaine qui suivit, ils redoublèrent de vigilance. Ezra gardait son fusil chargé et à portée de main en permanence. Emma restait près de la cabane, son petit fusil toujours à portée de main. Mais Sullivan ne vint pas. Il agit de manière plus subtile. « Monsieur Hawthorne. » La voix appartenait au révérend Collins de l'église du village. Il se tenait à l'orée de la clairière avec 2 autres hommes, des conseillers municipaux à en juger par leur tenue. « Révérend. » Ezra sortit sur le porche, remarquant qu'Emma se réfugiait rapidement à l'intérieur. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous devons discuter de la situation de l'enfant. » Jake Sullivan, entre autres, a porté des accusations. Il prétend avoir des témoins qui ont entendu Silas Kane lui promettre la fille un paiement de dette. Il dit que vous vous êtes ingéré dans une transaction légale. Légale? La voix d'Ezra était dangereusement calme. Vous qualifiez la vente d'un enfant de légal? Le révérend se dandinait, mal à l'aise. Les circonstances étaient malheureuses, mais la loi de la frontière reconnaît certains arrangements. Vous voulez dire la servitude, l'apprentissage, l'esclavage. C'est un mot fort. Monsieur Hawthorne, le fait est que Monsieur Sullivan a soulevé des questions sur la légitimité de votre tutelle. Il a demandé une audience officielle, et si je refuse, l'un des conseillers, un banquier nommé Whitman, a pris la parole. Nous devrons alors faire appel au shérif territorial. Personne ne le souhaite. Ezra comprit la menace. Une audience locale qu'il pourrait influencer avec des témoins de vérité et de moralité. Mais la loi territoriale était froide, distante, ne se souciant que des documents et des précédents. Samedi, dans 2 jours, à l'église. Le révérend fit une pause. Amenez la fille, ils voudront l'entendre. Près leur départ, Ezra trouva Emma appuyée contre le mur juste à l'intérieur de la porte, les larmes coulant sur son visage. « Je ne vais pas avec lui, » dit-elle avec férocité. « Je m'enfuirai, je vivrai dans les grottes. » Non. Ezra s'agenouilla devant elle et prit ses petites mains dans les siennes. « Nous allons affronter cela comme il se doit. Fuir nous ferait passer pour coupables. Nous n'avons rien fait de mal. Mais s'ils le croient, et alors? Nous verrons ce que là le moment venu. Mais j'ai le sentiment que M. Sullivan n'est pas aussi intelligent qu'il le croit. » Le samedi se leva, clair et lumineux, se moquant de la noirceur de leur intention. Ezra enfila ses plus beaux vêtements, qui n'étaient pas grand-chose, et aida Emma à enfiler la robe que Mlle Patterson lui avait confectionnée. « Souviens-toi, dit-il alors qu'il se préparait à partir. Dis la vérité. N'ayez pas peur de Sullivan, ni de qui que ce soit d'autre.
je serai là. L'église était bondée lorsqu'ils arrivèrent. Il semblait que toute la population de Copper Creek s'était déplacée pour assister au spectacle. Sullivan était assis au premier rang, vêtu d'un costume neuf qui ne lui allait pas très bien, un sourire satisfait sur son visage ridé. Le révérend Collins ouvrit la séance. Nous sommes ici pour déterminer la tutelle appropriée de l'enfant, Emma. Monsieur Sullivan, veuillez exposer votre requête. Sullivan se leva, enfonçant ses pouces dans son gilet. C'est très simple en réalité. Silas Kane me devait 40 $ pour des marchandises vendues à crédit. Comme il ne pouvait pas payer, nous avons conclu un accord. La jeune fille travaillerait chez moi pour rembourser sa dette. En tant que quoi, l'interrompit Ezra. En tant que domestique, pour cuisiner, nettoyer, s'occuper de la maison, tout cela de manière correcte et honnête. Et Kane a accepté cet arrangement. C'est vrai, nous nous sommes serré la main. Je serais venu la chercher le jour même, mais j'avais des affaires à régler en dehors de la ville. À mon retour, j'ai découvert qu'elle avait été vendue à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Le révérend semblait troublé. Avez-vous des témoins de cet accord? Oui. Sullivan désigna 2 hommes assis au fond. Ezra reconnut 2 personnages peu recommandables qui étaient parfois associés à Sullivan. Pete et Carl étaient là. Ils ont tout entendu. Les 2 hommes acquiescèrent avec empressement, visiblement préparés. Monsieur Hawthorne. Le révérend se tourna vers lui. Votre réponse. Ezra se leva lentement. J'étais au Broken Wheel quand Kane a essayé de vendre sa fille. Il était ivre, désespéré, il l'offrait à n'importe qui pour 20 $. Il n'a rien dit au sujet d'accord préalable ou de dette. Parce qu'il essayait de me tromper, s'écria Sullivan. Essayait d'obtenir 2 fois de l'argent pour la même marchandise. Marchandise? La voix d'Emma retentit, claire et forte. C'est ce que je suis, une marchandise? La salle s'agita, mal à l'aise. Le révérend lui fit signe de s'avancer. Mon enfant, nous avons besoin d'entendre ton récit. Emma s'avança, le dos droit malgré le tremblement qu'Ezra pouvait voir dans ses mains. Elle regarda Sullivan droit dans les yeux et quelque chose dans son regard le fit se sentir mal à l'aise. Je vous connais, dit-elle calmement. Vous veniez souvent à notre ferme. Vous donniez du whisky à papa, vous lui racontiez des histoires sur la façon de devenir riche rapidement. C'est à cause de vous qu'il s'est mis à boire, écoutez-moi bien. Vous lui avez dit qu'il pourrait faire fortune en vendant des marchandises bon marché aux voyageurs. Vous lui avez accordé un crédit pour acheter chez vous, mais les marchandises étaient de mauvaise qualité. Du whisky coupé à l'eau, de la farine infestée de charançon, des couvertures qui tombaient en lambeaux, personne ne voulait les acheter. Le visage de Sullivan s'assombrit. C'est le commerce. Ce n'est pas ma faute. Puis, quand il n'a plus pu payer, vous avez commencé à venir plus souvent, à me regarder, à dire à papa que je pouvais être utile, que les filles de mon âge avaient de la valeur dans certains endroits. Un murmure parcourut la foule. Plusieurs femmes serrèrent leurs enfants contre elle. Elle ment, bredouilla Sullivan. Je n'ai jamais. Vous lui avez parlé des maisons à Denver, des endroits où les filles travaillaient. Vous avez dit que j'étais assez jolie pour rapporter beaucoup d'argent. La voix d'Emma restait calme, mais des larmes coulaient sur ses joues. Papa a d'abord refusé, mais vous avez insisté, vous avez continué à apporter du whisky, à parler de l'argent que cela rapporterait. Monsieur Sullivan, la voix du révérend était désormais froide. Est-ce vrai? Bien sûr que non. Je suis un homme d'affaires respectable. Je la voulais pour faire le ménage, rien de plus. Emma se tourna vers la foule. Le jour où M. Hawthorne m'a emmené, j'étais contente. Non pas parce que je le connaissais, mais parce que je ne le connaissais pas. C'était un étranger. Mais M. Sullivan, je savais exactement ce qu'il voulait. Prouvez-le, exigea Sullivan. Vous ne pouvez prouver aucun de ces mensonges, si je peux. Toutes les têtes se tournèrent lorsque le shérif Garrett entra, accompagné d'une femme qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue auparavant. Elle avait peut-être 30 ans, l'air fatigué, vêtue de vêtements de voyage. « Voici Madame Margaret Foster », annonça le shérif. « Elle vient de Denver. Elle a quelque chose d'important à dire. » La femme regarda Sullivan avec une haine non dissimulée. « Cet homme m'a vendu ma fille il y a 3 ans. Il m'a dit qu'elle était orpheline et qu'elle avait besoin d'un foyer. J'ai découvert plus tard qu'il l'avait achetée à son père contre du whisky et des marchandises. L'église s'est enflammée. Sullivan a essayé de se frayer un chemin vers la porte, mais des hommes lui ont barré le passage. Où est-elle maintenant?
a demandé quelqu'un. La voix de Madame Foster s'est brisée. Elle est morte. Elle est tombée malade l'hiver dernier. Mais avant de mourir, elle m'a tout raconté. Comment M. Sullivan a convaincu son père qu'elle serait mieux avec lui, les promesses qu'il lui a faites sur ses véritables intentions avant que j'intervienne. Tout cela n'est qu'une coïncidence, s'écria Sullivan. Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit, Pete Carl. Le shérif regarda les témoins de Sullivan. Vous voulez reconsidérer votre témoignage, les garçons? Mentir dans une procédure judiciaire est une affaire sérieuse. Les deux hommes échangèrent un regard. Puis Pete s'éclaircit la gorge. Peut-être avons-nous mal mémorisé. Nous n'étions pas là quand Jake a parlé à King. Bande de salauds. Sullivan se jeta sur eux, mais fut retenu. Le révérend leva la main pour demander le silence. Je pense que nous en avons assez entendu. Que tous ceux qui sont en faveur du maintien de la tutelle de M. Hawthorne lèvent la main. Toutes les mains dans l'Église se levèrent, sauf celle de Sullivan. Et que tous ceux qui sont en faveur de l'expulsion de M. Sullivan de la ville par le prochain train disponible lèvent la main. Les mêmes mains se levèrent, accompagnées cette fois-ci de murmures de colère qui suggéraient que le train était peut-être optimiste. Alors que Sullivan était escorté dehors, toujours en protestant, Emma courut vers Ezra et se jeta dans ses bras. Il la serra fort, la sentant trembler sous l'effet de la tension libérée. « Comment? » murmura-t-elle. Le shérif Garrett a entendu. « Votre tuteur est venu me voir après avoir appris le retour de Sullivan. Nous avons mené l'enquête, envoyé des télégrammes. Madame Foster était déjà à la recherche de Sullivan. Il semble qu'il ait joué ce jeu dans plusieurs villes. « C'est fini? » demanda Emma. « C'est fini, » lui assura Ezra. « Personne ne t'a emmené nulle part. » Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, les habitants de la ville s'approchèrent d'eux. Certains s'excusèrent d'avoir douté. D'autres se contentèrent de hocher la tête respectueusement. « Mademoiselle. » Patterson glissa un paquet en papier dans les mains d'Emma, contenant des bâtons de menthe poivrée et un nouveau ruban pour les cheveux. Dehors, sous le soleil printanier, Emma leva les yeux vers Ezra. « Tu savais, n'est-ce pas, qui était vraiment Sullivan? Je me méfiais des hommes comme lui. Ils sont d'une méchanceté particulière. Ils s'attaquent aux désespérés, aux faibles, mais ils commettent toujours des erreurs, deviennent avides, laissent des traces. Merci pourquoi? Pour avoir été plus intelligent que lui, d'avoir combattu pour moi. » Elle marqua une pause, puis se termina précipitamment. « D'être mon papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi directement. Ezra eut la gorge serrée et dut s'éclaircir la voix 2 fois avant de pouvoir parler. « Allez, ma petite fille, à papa. Rentrons à la maison. » Ils traversèrent la ville la tête haute, non plus comme un ermite et une enfant achetée, mais comme un père et sa fille aux yeux de tous ceux qui comptaient derrière eux. Les jurons de Sullivan s'estompèrent tandis que les hommes du shérif l'encourageaient à partir avec préjugés. La maison de Mountain Road n'avait jamais semblé aussi accueillante. Le palais de justice de Copper Creek était un nom grandiose pour ce qui n'était en réalité qu'un bâtiment en briques de 2 étages avec des prétentions. Mais en ce matin de juillet, il portait tout le poids du système juridique territorial, et Ezra sentait chaque gramme de ce poids peser sur ses épaules. L'audience officielle avait été convoquée par le juge Samuel Thornton, un juge itinérant connu pour son interprétation stricte de la loi et son mépris général pour les sentiments. La nouvelle de l'affaire s'était répandue au-delà de Copper Creek. Une enfant achetée, un ermite des montagnes, des questions de tutelle légale qui touchaient à la nature même de la famille et des droits dans les territoires. « Veuillez décliner votre nom pour le procès-verbal » demanda le greffier. « Ezra James Hawthorne. Et vous revendiquez la tutelle de la mineure, Emma? » « Oui. » Le juge Thornton regarda par-dessus ses lunettes. « Pour quel motif? » « Au motif que je m'occupe d'elle, que je subviens à ses besoins et que je la protège depuis près d'1 an maintenant. Au motif que son père l'a vendue pour de l'argent afin de boire et que j'ai été le seul à intervenir pour éviter le pire. H. Le juge mélangea des papiers. « Je vois ici que vous avez payé 20 $ pour l'enfant. Vous avez un reçu. Non, pas de reçu. Ce n'était pas ce genre de transaction. Alors comment pouvez-vous prouver que l'échange a eu lieu légalement? Il y avait des témoins. Tout le saloon l'a vu. Des témoins d'une transaction potentiellement illégale. L'achat et la vente d'êtres humains étaient interdits. Elle n'était pas une esclave. » Ezra l'interrompit, s'attirant un regard sévère du juge. Il s'agissait d'un arrangement pour prendre soin d'elle.
Un arrangement sans documentation, sans cadre juridique. Monsieur Hawthorne, même si vos intentions étaient nobles, la loi exige plus que de bonnes intentions. Le procureur, spécialement venu de la capitale territoriale, se leva. Votre honneur, la position du territoire est que sans documentation juridique appropriée, M. Hawthorne n'a pas plus de droit sur l'enfant que n'importe quel autre citoyen, voire moins, compte tenu de la nature irrégulière de leur association. Et que propose le territoire? Demanda le juge Thornton. Que l'enfant soit placé dans l'orphelinat du territoire jusqu'à ce qu'une famille appropriée soit trouvée, un couple marié bien établi dans la communauté. Non. La voix d'Emma retentit depuis sa place dans la galerie. S'il vous plaît, votre honneur, je veux rester avec papa, avec M. Hawthorne. Le juge abattit son marteau d'un coup sec. L'enfant restera silencieuse à moins d'y être invité. Le shérif Garrett se leva. Votre honneur, puis-je parler du caractère de M. Hawthorne? Je vous en prie. Je connais Ezra Hawthorne depuis 5 ans. C'est un homme de parole, honnête dans ses transactions, habile dans les activités de montagne. Plus important encore, j'ai vu comment il a élevé cette fille. Elle est instruite, bien nourrie, bien habillée. Elle sait lire, écrire, compter, manier les armes à feu en toute sécurité. Des armes à feu? Le procureur bondit. Vous dites qu'il a appris à une jeune fille à utiliser des armes pour se protéger? Garrett répondit calmement. La vie en montagne l'exige. Les ours, les loups, les personnages peu recommandables qui apparaissent parfois. La jeune fille doit pouvoir se défendre quand il va vérifier ses pièges ou chasser, ou peut-être le procureur suggéra-t-il qu'il la formait à une vie moins recommandable. Un bandit des montagnes a besoin de complices. Ezra se leva d'un bond. Vous osez, Monsieur Hawthorne. Le marteau du juge retentit à nouveau. Contrôlez-vous ou vous serez expulsé de cette salle d'audience. Ezra se rassit, les poings serrés. À côté de lui, son avocat commis d'office, un jeune homme nommé Davidson, qui semblait dépassé, mélangeait nerveusement ses notes. Appelez le témoin suivant, ordonna le juge. S'ensuivit une série de témoignages de moralité. Mesdames, Patterson témoigna au sujet des vêtements qu'elle avait confectionnés pour Emma, expliquant qu'Ezra payait toujours rapidement et s'informait des tailles et des styles appropriés pour une jeune fille en pleine croissance. Morrison admit que malgré ses soupçons initiaux, il n'avait rien vu d'autre qu'un comportement correct de la part de l'homme des montagnes. Puis vint l'opposition. Le procureur avait trouvé des personnes disposées à témoigner de l'isolement d'Ezra, de ses manières bourrues, de l'irrégularité d'un homme célibataire élevant une jeune fille. Ce n'est tout simplement pas naturel, a insisté Mme Hartley, la femme d'Isaac. Une fille a besoin de l'influence d'une femme, d'un foyer convenable, pas d'une cabane dans la nature sauvage. Et avez-vous visité cette cabane? Davidson a finalement trouvé sa voie. Eh bien, non, mais tout le monde le sait. Vous n'avez donc aucune connaissance directe des conditions qui y règnent? Je n'ai pas besoin de la voir pour savoir qu'elle est inappropriée. La matinée s'écoula, les témoignages s'accumulèrent. Puis, de manière inattendue, une nouvelle voix s'éleva du fond de la salle d'audience. Votre honneur, je demande la permission de m'adresser à la cour. Toutes les têtes se tournèrent vers une femme élégamment vêtue, âgée d'une 50aine d'années, accompagnée d'un homme à l'allure distinguée. Le juge Thornton fronça les sourcils. Et vous êtes Dr. Marcus Webb de Denver. Voici ma femme, Catherine. Nous avons fait le voyage spécialement pour cette audience. Au nom de qui? Au nom de l'enfant et de la vérité. Le juge réfléchit, puis acquiesça. Approchez. Docteur. Webb aida sa femme à s'installer sur le siège des témoins. Elle s'assit avec dignité, puis regarda Emma droit dans les yeux, le regard plein de compassion. Votre honneur, commença-t-elle. Il y a 23 ans, j'ai perdu ma fille. Elle a été enlevée de notre maison au Kansas par des pillards, puis vendue à des marchands qui se dirigeaient vers l'ouest. Nous l'avons cherchée pendant des années, avons suivi toutes les pistes, dépensé tout ce que nous avions. La salle d'audience était devenue silencieuse, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. Nous ne l'avons jamais retrouvée, mais nous en avons trouvé d'autres. Des enfants achetés et vendus, travaillant dans des conditions qui n'étaient guère meilleures que l'esclavage. Certains dans des foyers, d'autres dans des endroits pires encore, toujours achetés sous le prétexte d'un apprentissage ou d'un arrangement domestique. Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Demanda le juge, bien que son ton se soit adouci.
Tout. Votre honneur, mon mari et moi avons passé les 15 dernières années à essayer de réunir ces enfants avec leur famille ou de leur trouver un foyer convenable. Nous avons vu ce qui se passe lorsque la loi privilégie la paperasserie au détriment du bien-être. Elle se tourna vers Ezra. Nous avons entendu parler de cette affaire, celle d'un homme qui a payé 20 $ pour sauver une fille d'un destin incertain. Nous avons enquêté, votre honneur. Nous avons parlé à des gens dans les villes voisines. Nous avons suivi les mouvements d'hommes comme Jake Sullivan qui font commerce de la misère humaine. Objection, s'écria le procureur. Sullivan n'est pas jugé ici. Non, acquiesça Mme Webb. Mais le système qui permet à de tels hommes d'agir l'est, votre honneur. Nous avons trouvé 3 autres filles. Sullivan s'était arrangé pour les acheter à des pères désespérés. Aucune n'a survécu à sa première année sous sa garde. Des murmures parcoururent la salle. Emma était devenue pâle et Ezra tendit instinctivement la main pour la réconforter avant de se rappeler qu'ils étaient séparés par la disposition de la salle d'audience. De plus, le docteur Webb se tenait à côté de sa femme. Nous offrons une alternative à l'orphelinat territorial. Si le tribunal juge M. Hawthorne inapte, nous avons officiellement demandé à obtenir la garde d'Emma. Non. Emma s'était relevée, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux aller avec personne d'autre. C'est mon papa. Il m'a sauvé. Jeune fille, commença le juge. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez entendu tout le monde parler de ce qui est le mieux pour moi. N'ai-je pas mon mot à dire? Le juge Thornton l'observa longuement, puis acquiesça. Approche-toi du banc, mon enfant. Emma s'avança, les jambes tremblantes, mais sa voix était claire. Votre honneur, je sais que M. Hawthorne n'est pas mon vrai père. Mon vrai père m'a vendu pour de l'argent afin d'acheter du whisky. Mais papa, M. Hawthorne, a renoncé à presque tout ce qu'il possédait pour m'acheter. Non pas parce qu'il voulait une servante ou pire, mais parce qu'il ne supportait pas de voir ce qui m'arrivait. Elle prit une inspiration tremblante. Il m'a appris à lire et à écrire, à me défendre, à survivre dans les montagnes. Mais plus que cela, il m'a montré ce que fait un vrai père. Il a souffert de la faim pour que je puisse manger l'hiver dernier. Il a pleuré quand je lui ai demandé s'il allait me vendre, moi aussi. Il s'est interposé entre moi et les loups, et entre moi et des hommes comme Sullivan, le juge se pencha en avant. Vous dites que vous voulez rester avec lui? Je dis qu'il est la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Mon père biologique m'a abandonné, monsieur. Hawthorne s'est battu pour me garder. Lequel mérite d'être appelé papa? Dans le silence qui suivit, plusieurs personnes essuyèrent leurs larmes. Même le procureur semblait mal à l'aise. Emma se tourna vers les toiles d'araignée. Merci pour votre offre. Je vois que vous êtes des gens bien, mais j'ai déjà un foyer. Ce n'est peut-être qu'une cabane dans les montagnes, mais c'est là que j'ai appris à être courageuse. Là que j'ai appris que je méritais d'être sauvée. Elle regarda le juge. Si la loi dit que ce n'est pas suffisant, si les papiers comptent plus que l'amour, alors la loi est mauvaise. Et je m'enfuirai de tous les orphelinats ou foyers convenables où vous me placerez. Je retournerai dans les montagnes, chez mon papa, à chaque fois. Le juge Thornton retira ses lunettes et les nettoya lentement. Toute la salle d'audience retint son souffle. Au cours de mes 20 années de carrière, dit-il enfin, j'ai vu la loi utilisée pour justifier toutes sortes de cruautés. J'ai vu des enfants séparés de foyers aimants à cause de détails techniques, et je les ai vus placés dans des situations convenables qui n'avaient rien de convenable. Il regarda Ezra. Monsieur Hawthorne, vous ne disposez pas des documents légaux requis. Vous n'êtes pas marié. Vous vivez isolé. Selon tous les critères standards, vous n'êtes pas apte à être tuteur. Le cœur d'Ezra se serra. Mais le juge poursuivit. Cependant, la loi reconnaît également que le bien-être de l'enfant doit être primordial. Cet enfant est éduqué, en bonne santé, doué au-delà de son âge pour les techniques de survie. Plus importante encore, elle vous aime et vous fait clairement confiance. Et cette confiance semble bien fondée. Il se tourna vers Emma. Jeune fille, votre témoignage était éloquent et émouvant. Vous avez fait preuve d'une maturité supérieure à votre âge, sans doute façonnée par les épreuves, mais aussi par de bons conseils. Le marteau s'abattit et la salle d'audience retint son souffle. La Cour décide d'accorder à Ezra Hawthorne la garde légale complète de la mineure Emma, avec tous les droits et responsabilités qui en découlent. En outre, la Cour ordonne la création de documents d'adoption en bonne et due forme, rendant cet arrangement permanent et juridiquement contraignant.
La salle d'audience explosa de joie. Emma se jeta dans les bras d'Ezra, sanglotant de soulagement. Des sympathisants les entourèrent, y compris les Webbs, qui leur offrirent leurs félicitations et une invitation ouverte à leur rendre visite s'ils venaient à Denver. Alors qu'ils sortaient, enfin, Emma serrant les documents officiels comme un trésor, le shérif Garrett tapota l'épaule d'Ezra. « La justice a gagné aujourd'hui », dit-il simplement. « Non », répondit Ezra en regardant Emma. « La famille a gagné. » Ils rentrèrent chez eux alors que le soleil commençait à se coucher. Ils n'étaient plus un homme et une enfant achetés, mais un père et une fille aux yeux de Dieu, des hommes et de la loi. Le sentier de montagne ne leur avait jamais semblé aussi accueillant, les ramenant à leur cabane, leur maison, où deux âmes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus sombres pouvaient continuer à construire une vie remplie de lumière. Le soleil de fin d'après-midi peignait les sommets des montagnes en or, un spectacle qu'Ezra avait vu d'innombrables fois, mais qui ne manquait jamais de l'émouvoir. Ce qui rendait ce coucher de soleil différent, c'était la petite silhouette à ses côtés. Sa main dans la sienne, ils se tenaient sous le porche de leur cabane, leur foyer. 2 ans s'étaient écoulés depuis le procès, 2 années de changement de saison, de croissance et d'apprentissage, d'un lien qui était passé d'une nécessité désespérée à un amour inébranlable. Emma avait maintenant 11 ans, elle était plus grande et plus forte, son visage avait perdu un peu de sa rondeur enfantine, mais rien de sa détermination. « Papa, dit-elle, rompant leur silence confortable, parle-moi encore de maman et de Sarah. » C'était désormais un rituel entre eux. Autrefois, les souvenirs étaient trop douloureux pour être exprimés, mais ils étaient désormais des trésors partagés qui maintenaient les disparus en vie dans les histoires et les souvenirs. « Ta maman Mary savait faire les meilleurs biscuits des 3 comtés, commença Ezra en s'installant dans son fauteuil. Léger comme des nuages, doré à souhait. Elle chantait pendant qu'elle cuisinait, surtout des hymnes, mais parfois aussi de vieilles chansons de montagne que sa grand-mère lui avait apprises. Et Sarah adorait ses biscuits. Elle était folle de ça. Elle s'asseyait dans sa chaise haute, tapait avec sa cuillère et riait. La plupart du temps, elle en avait plus sur le visage que dans le ventre. Il sourit à se souvenir. Elle avait ton esprit. Emma, intrépide, avait une fois traversé la cabane à 4 pattes pour chasser un papillon qui s'était introduit à l'intérieur. Emma s'appuya contre son genou, satisfaite. Ces histoires de la famille qui l'avait précédée faisaient désormais partie de sa propre histoire, l'intégrant dans une continuité d'amour qui transcendait les liens du sang. « Maman! » « J'aurais aimé les rencontrer, dit-elle doucement. Ils t'auraient adoré, lui assura Ezra. Mary avait toujours voulu avoir plus d'enfants. Elle disait qu'une maison n'était pas vraiment complète avec un seul enfant pour faire du bruit. « Est-ce que je fais assez de bruit pour toi? » dit-il en riant et en ébouriffant ses cheveux. « Certains jours, tu fais autant de bruit qu'une ribambelle d'enfants. » La routine du soir se déroula avec une aisance acquise par l'habitude. Emma prépara leur souper simple pendant qu'Ezra s'occupait des animaux. Ils mangèrent à la lumière d'une lampe, discutant des tâches du lendemain, des livres qu'ils lisaient, de l'approche de l'hiver et de ce qu'il exigerait. « J'ai réfléchi, dit Emma en débarrassant la table, à ce que Mademoiselle Miss a dit la semaine dernière à propos du poste d'enseignante. » Ezra leva brusquement les yeux. La couturière avait mentionné que Madame Mom de l'école Copper Creek partait pour épouser un éleveur du Nevada. Ils avaient besoin de quelqu'un d'instruit pour la remplacer, et Emma, malgré son jeune âge, avait montré des aptitudes remarquables. « Tu es trop jeune pour assumer une telle responsabilité, » dit-il automatiquement. « Je pourrais t'aider, m'occuper des plus petits, enseigner les lettres de base pendant que quelqu'un d'autre s'occupe des élèves plus âgés. » Elle se tourna vers lui, les yeux bleus pleins de sincérité. « Je veux aider d'autres enfants. Papa, des enfants comme moi. Est-ce que c'est pour rendre l'appareil ou pour passer plus de temps en ville? » Elle réfléchit sérieusement à la question. Un autre signe de sa maturité grandissante. Les. Peut-être. J'aime notre montagne. J'aime notre vie ici. Mais parfois, je pense à d'autres enfants qui n'ont pas autant de chance que moi, qui ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux, les aide. Ezra sentit sa poitrine se serrer de fierté et d'une sorte de crainte. Sa petite fille grandissait, développait ses propres rêves et ses propres objectifs. La partie égoïste de lui voulait la garder ici pour toujours,
en sécurité dans leur sanctuaire de montagne. Mais il l'avait élevée pour qu'elle soit forte et indépendante. Comment pourrait-il lui couper les ailes maintenant? Nous y réfléchirons, dit-il finalement. Winter arrive. Nous aurons tout le temps de décider au printemps. Ce soir-là, comme ils en avaient pris les habitudes, ils s'assirent près du feu pendant qu'Emma lisait à haute voix. Elle avait largement dépassé le stade des simples abécédaires et travaillait désormais sur le voyage du pèlerin, avec une prononciation soignée et une compréhension croissante. Or, je vis dans mon rêve, lut-elle, que la route que Christian devait emprunter était bordée de chaque côté d'un mur, et que ce mur s'appelait le salut. Ezra écoutait, réparant un harnais au toucher. Son attention était partagée entre les mots familiers et le miracle de les entendre dans la voix claire d'Emma. Combien de soirées Mary avait-elle lu ce même passage pendant qu'il travaillait et que la petite Sarah dormait? Un coup à la porte interrompit la lecture. Ezra se tendit. Les visiteurs après la tombée de la nuit étaient rares et apportaient rarement de bonnes nouvelles. Il fit signe à Emma de rester où elle était pendant qu'il allait ouvrir, son fusil à portée de main. Le shérif Garrett se tenait sous le porche, les mains jointes, le visage grave. Ezra, désolé de perturber votre soirée. Shérif, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai besoin de vous parler, à vous deux. C'est à propos de Silas Kane. Emma apparut aux côtés d'Ezra. Mon père biologique? Garrett acquiesça. Il est soir. Emma l'a trouvé gelé à mort à l'extérieur de Wixenberg. Il vivait dans la rue depuis ce jour-là. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Le visage d'Emma refléta toute une série d'émotions. Le choc, la tristesse, quelque chose qui pouvait être du soulagement. Depuis combien de temps? Une semaine, peut-être deux. Il a fallu du temps pour l'identifier, retrouver sa famille proche, qui, légalement, c'est toi. Je ne veux rien de lui, dit rapidement Emma. Il n'y avait pas grand-chose à vouloir, mais il y avait ceci. Garrett sortit une enveloppe usée, une lettre qu'il avait sur lui et adressée à toi. Emma la prit avec des doigts tremblants, mais ne l'ouvrit pas. Merci de me l'avoir apporté. Après le départ du shérif, ils restèrent assis en silence pendant un long moment. La lettre reposait sur la table entre eux comme un obus non explosé. Vous n'êtes pas obligé de la lire, dit finalement Ezra. Je sais. Elle l'a pris, la retourna, mais je pense que j'en ai besoin. Avec précaution, elle brisa le sceau et déplia la feuille unique. Ses yeux parcoururent les mots calligraphiés et des larmes commencèrent à couler. Que dit-elle? Demanda Ezra doucement. Elle la lui tendit sans un mot. L'écriture était à peine lisible, tremblante et froide. Emma, ma fille, je sais que je n'ai pas le droit de te parler. Ce que j'ai fait est impardonnable. Ta mère me maudirait depuis le ciel si elle savait. Je me suis dit que c'était pour ton bien, mais en vérité, j'étais un lâche et un ivrogne, et j'ai vendu mon propre sang pour de l'argent. J'ai entendu dire que tu étais maintenant avec un montagnard, Hawthorne. Il t'élève correctement. C'est bien. Mieux que je n'aurais pu le faire. Je prie pour qu'un jour tu puisses me pardonner, mais je comprendrais si tu ne le pouvais pas. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Remercie Hawthorne d'être le père que j'aurais dû être. Tu n'es pas bon, papa. Silas Emma sanglotait maintenant, et Ezra la prit dans ses bras. Tout va bien, murmura-t-il. Laisse-toi aller. Je le déteste, murmura-t-elle avec férocité. Mais je suis triste qu'il soit mort. Est-ce que cela a du sens? Tout à fait. C'était ton père, bon ou mauvais. Il est naturel de pleurer ce qui était et ce qui aurait pu être. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, tandis que le feu s'éteignait. Deux survivants liés par choix plutôt que par le sang, par l'amour plutôt que par la loi. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, recouvrant le paysage montagneux austère d'un manteau blanc apaisant. Plus tard, alors qu'Emma se préparait à aller se coucher, elle s'arrêta devant la cheminée où Ezra gardait ses quelques trésors. Une dagera représentant Marie et Sarah, la montre de son père, les papiers d'adoption du juge. « Papa, pouvons-nous mettre sa lettre ici? Non pas parce que je lui pardonne, mais parce que cela fait partie de mon histoire. C'est à toi de raconter ton histoire, comme tu le souhaites, dit Ezra. Elle posa la lettre avec soin à côté des autres souvenirs. Il m'a abandonné, mais cela m'a amené vers toi. C'est peut-être la seule bonne chose qu'il ait jamais faite, mais cela m'a suffi. Le lendemain matin, le ciel était limpide et la neige fraîche scintillait comme des diamants. Emma se leva tôt,
impatiente d'aller vérifier ses pièges avant que la neige ne devienne trop profonde. Ezra la regardait avancer avec assurance dans la neige. Elle portait un fusil en bandoulière. Elle était tout à fait l'enfant des montagnes qu'il avait formé à être, mais elle était désormais bien plus que cela. Elle était instruite, compatissante, forte d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses prouesses physiques. Elle était sa fille à tous les égards, mais elle était aussi une personne à part entière, avec des rêves qui pourraient un jour la mener au-delà de ses sommets. Papa, l'appela-t-elle depuis les arbres. Des traces d'élan fraîches. Tu veux chasser? Rusé, répondit-il en attrapant son fusil. Ils passèrent la matinée à suivre les traces dans la neige immaculée. Emma savait lire les signes aussi bien que n'importe quel montagnard. Ils ne capturèrent pas d'élan, mais ils n'en avaient pas vraiment besoin. La compagnie, l'objectif commun, la joie simple d'être ensemble dans la nature sauvage qu'ils aimaient tous les deux. C'était là le véritable trésor. Alors qu'ils rentraient chez eux, Emma glissa sa main dans la sienne. « Papa, merci pour quoi? Pour m'avoir vu ce jour-là dans ce saloon, pour avoir su que je valais 20 $. Tu vaux tout ce que j'ai et plus encore, dit-il d'une voix bourrue. Tu l'as toujours valu. Il m'a juste fallu te trouver pour me rappeler ce qui comptait. Ils franchirent la crête au-dessus de leur cabane, et elle était là, de la fumée s'élevant de la cheminée, le soleil de l'après-midi réchauffant ses murs. Elle n'était pas luxueuse, elle n'était pas conforme aux normes de la ville, mais c'était leur maison. C'était là qu'un homme brisé et une enfant abandonnée avaient construit quelque chose de magnifique à partir des cendres de leur perte. « On fait la course !» lança soudain Emma en s'élançant dans la neige avec un rire. Ezra la poursuivit, son propre rire résonnant dans les montagnes. Ce son aurait étonné quiconque avait connu le sinistre ermite d'il y a 3 ans. Mais cet homme était aussi mort que Silas Kane, transformé par l'amour d'une enfant qui lui avait appris que la famille n'était pas une question de sang ou de documents. La famille, c'était se choisir encore et encore. À travers les tempêtes hivernales et les meutes de loups, à travers les épreuves et les triomphes, la famille, c'était un montagnard bourru qui apprenait à une petite fille effrayée à être courageuse. La famille, c'était cette même fille qui lui apprenait à espérer à nouveau, alors qu'il franchissait la porte de la cabane, essoufflé et couvert de neige. Ezra regarda Emma, sa fille, sa rédemption, sa bénédiction inattendue, et sut qu'il était l'homme le plus riche du Colorado, non pas en or ou en terre, mais en ce qui comptait vraiment. Il était aimé, il était nécessaire, il était papa, et dans un monde cruel où les enfants étaient souvent considérés comme des marchandises, cela valait plus que tout l'or des montagnes. Le soleil se couchait derrière les sommets, peignant le ciel de nuances roses et dorées. À l'intérieur de la cabane, le père et la fille s'installèrent dans leur routine du soir, les tâches ménagères et le dîner, la lecture et la conversation, le rythme simple d'une vie fondée sur la confiance mutuelle et un amour indéfectible. À l'extérieur, la montagne montait la garde éternelle. À l'intérieur, 2 cœurs qui s'étaient trouvés dans les endroits les plus sombres continuaient à construire leur lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire d'espoir née du désespoir. Une famille forgée dans le creuset de la frontière. Si vous appréciez ces contes du Far West, n'hésitez pas à nous faire savoir d'où vous les écoutez. Nous aimons entrer en contact avec d'autres admirateurs d'histoire western à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de partager vos impressions sur le voyage d'Ezra et Emma dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires puissantes de la frontière américaine.